Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Louis Mas, donc je m'occupe du service de neurologie de Sainte-Anne et aussi d'une équipe de recherche sur les AVC. Je vais donc beaucoup vous parler d'accidents vasculaires cérébraux. Donc vous voyez ici la fréquence dans le monde et en France. Ce sont les dernières données épidémiologiques qui montrent qu'en 2016, il y avait 14 millions de nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux dans le monde. 5,5 millions de patients avaient sur leur certificat de décès comme cause principale un AVC. Et 116 millions d'années de vie ont été perdues du fait d'un décès précoce ou d'un handicap lié à un infarctus cérébral. Si l'on regarde les chiffres pour la France, vous voyez que nous sommes à environ 130 000 AVC par an, c'était en 2016, mais c'est pareil actuellement, 38 000 décès et 550 000 années de vie perdues du fait de cette maladie. C'est la première cause, en France, l'AVC est la première cause de décès chez la femme, la troisième chez l'homme. C'est la première cause de handicap moteur. Et c'est une cause fréquente de démence et de dépression, non seulement chez les patients, mais aussi chez les aidants. Et je pense que c'est un sujet de collaboration avec nos collègues psychiatriques dont on pourra parler dans la discussion tout à l'heure. Alors bien que l'AVC reste une maladie fréquente, il y a une diminution de ces chiffres depuis les années 90, qui va de 20 à 50% selon le type de critères que l'on prend. Et puis, vous le savez tous, il y a eu depuis 25 ans, 30 ans, des avancées thérapeutiques majeures, aussi bien dans le traitement de l'infarctus cérébral que dans celui de la prévention. Donc ce qui m'a été demandé, c'est de parler de ce que l'on faisait dans notre équipe de recherche. Et donc je vais essentiellement vous parler donner comme exemple deux travaux de recherche qui s'inscrivent dans l'objectif de diminution, d'amélioration du traitement de l'infarctus cérébral et de la prévention. Et je pense que nous pourrons, lors de la discussion, discuter des interfaces qui sont nombreuses, la dépression, enfin il y a plein d'interfaces possibles avec la psychiatrie, mais ce n'est pas le sujet qui m'a été demandé de traiter. Donc l'infarctus cérébral, juste une petite introduction pour bien comprendre ce que nous faisons, vous savez, est la conséquence d'une occlusion artérielle par un thrombus. Et dans la zone hypoperfusée, on distingue deux parties. Une zone qui est irréversiblement lésée, d'infarctus cérébral proprement dit, et une autre zone qu'on appelle la pénombre ischémique, qui est une partie dysfonctionnelle liée à une ischémie potentiellement réversible. Et l'évolution de cette zone dite de pénombre peut se faire vers la nécrose cellulaire, en l'absence de reperfusion artérielle. Vous voyez ici en haut l'absence de reperfusion de l'artère qui était responsable de cet infarctus, ou alors vers la récupération, le refonctionnement de cette zone de pénombre ischémique, et donc l'amélioration neurologique qui s'en suivra en cas de reperfusion artérielle. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir la petite flèche. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de rétablir de désobstruer l'artère et de rétablir la perfusion de la zone ischémiée. La première, la plus classique, qui a été une révolution dans le domaine de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, c'est la thrombolyse chimique par voie intraveineuse dans les 4h30, ou bien sûr un peu plus si on utilise des critères tissulaires. La deuxième, c'est la thrombectomie mécanique, qui peut se faire un peu plus longtemps, qui complète la thrombolyse, en particulier chez les patients principalement, qui ont une occlusion d'une artère de gros calibre, comme ici, chez qui la thrombolyse seule est inefficace. Et donc, vous voyez un petit peu la façon dont ça se passe. C'est fait ceci à Sainte-Anne. C'est une technique, il y en a au moins 160 ou 170 par an qui sont faites à Sainte-Anne. Donc, vous allez voir le guide qui est introduit par le neuroradiologue interventionnel pour aller chercher le thrombus. Voilà, le thrombus est transpercé par cette technique-là. Il y a d'autres techniques. Un nouveau guide est monté pour
amener un stent, en l'occurrence, hein, un grillage, vous allez voir, qui va emprisonner le thrombus et lui permettre d'être évacué, de rétablir la perfusion cérébrale. La thrombolyse combinée à la thrombectomie chez les patients qui ont des inclusions ont permis d'améliorer le pronostic de façon considérable. C'est une petite proportion des infarctus cérébraux, mais le bénéfice est majeur. Quelle que soit la technique, le maître mot, c'est le temps, c'est la durée d'intervention. Je vois que vous êtes déjà bien au courant de cela. Il se trouve que nous travaillons dans le service sur ce sujet-là, comment améliorer ce délai entre le symptôme et le traitement. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui généralement? Vous voyez ici un patient qui a un infarctus cérébral. Il a fait le 15 où il a appelé les pompiers, on vient le chercher. Le SAMU lui envoyait le moyen adapté, il va dans l'unité neurovasculaire de proximité, généralement. On confirme le diagnostic, beaucoup d'erreurs diagnostiques, hein. Dans cette étape-là, il y en a au moins 20 à 30%. Une thrombolyse IV est démarrée si le patient est candidat, s'il est dans les délais. Et puis, s'il a une occlusion proximale, comme je vous le disais tout à l'heure, on va l'envoyer vers une UNV de recours pour une thrombectomie, ou bien en neurochir s'il a une hémorragie cérébrale très grave, ou en soins intensifs. Vous voyez bien qu'il y a là-dedans beaucoup de pertes de temps de transport. Et en fait, en Ile-de-France, le délai moyen entre les symptômes chez les patients qui sont sélectionnés en moins de 6 heures, le délai moyen entre les symptômes et le traitement est de 2 heures et demie. C'est le délai médian, pardon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes de temps. Alors, une autre stratégie que nous développons ici à Sainte-Anne, grâce à un financement PRME, et la collaboration avec le SAMU 75, c'est le déploiement sur la ville de Paris d'une unité neurovasculaire mobile, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous voyez, ça va être parce qu'il est en train d'être choisi puis fabriqué, hein, ce camion, un camion qui est une unité neurovasculaire. Dedans, il y a un scanner, la possibilité de faire un angioscanner, il y a de la biologie et il y a la possibilité de communiquer avec, ce sera le service de Sainte-Anne, que ce soit les neurologues ou les neuroradiologues, pour confirmer un diagnostic. Donc, à ce moment-là, la thrombolyse pourra être débutée directement et le triage se fera directement à ce moment-là. S'il y a une occlusion proximale, le patient pourra être dirigé directement vers une UNV de proximité à qui on aura demandé si la table est prête pour que le patient puisse être traité tout de suite et pas attendre encore une demi-heure, une heure, si malheureusement il est occupé à déjà faire une thrombectomie. Et ça permettra de le libérer des patients qui n'ont pas besoin d'une thrombectomie et d'aller les mettre directement dans l'UNV de proximité. Donc ce sera un essai thérapeutique randomisé à l'échelle du patient, sur 450 patients. La personne qui en sera en charge, c'est le docteur Guillaume Turc, qui a fait sa mobilité grâce à Sainte-Anne d'ailleurs en Allemagne. Mobilité, c'est bien le terme qui convient, hein, à Sainte-Anne, à la Charité à Berlin, qui ont été les pionniers dans ce domaine, mais qui n'ont pas fait d'essai thérapeutique pour l'instant. Et donc c'est lui qui va prendre en charge ce projet. Alors si des progrès de ce type-là, des améliorations de ce type-là dans le traitement de l'infarctus aigu sont bien sûr les bienvenus, la prévention reste, et je pense restera le meilleur moyen pour permettre d'alléger ce fardeau considérable que représentent les accidents vasculaires cérébraux, qu'il s'agisse de la prévention primaire qui est la plus importante parce que 75% des infarctus cérébraux sont des premiers infarctus, donc c'est là surtout qu'il faut agir, ou de la prévention secondaire. Dans la prévention primaire, le moyen d'action principal est la correction des facteurs de risque vasculaire, et on sait maintenant en essayant de modifier une dizaine de facteurs de risque vasculaire, on pourrait diminuer considérablement l'incidence des infarctus cérébraux. C'est pas facile à faire, mais en tout cas, on sait ce qu'il faut faire. En prévention secondaire, un des objectifs principaux est de diminuer le risque de récidive qui dépend principalement de la cause, qui dépend de la cause de cet infarctus cérébral. Et il y a de nombreuses causes, athérosclérose, maladie des artères, et de nombreuses causes rares qui nécessitent donc un bilan extrêmement précis. Et puis il reste une catégorie de patients qu'on appelle les infarctus cryptogéniques, chez lesquels on ne trouve pas de cause. C'est 30% environ, et ça monte jusqu'à 50% chez les sujets jeunes.
Alors on s'est intéressé depuis très longtemps à ce sujet, d'essayer de trouver des causes à l'infarctus cérébral cryptogénique. Et on avait, il y a longtemps maintenant, mis en évidence que ces patients avaient plus souvent que des témoins une anomalie cardiaque qu'on appelle le foramen ovale perméable, qui est en fait un vestige de la circulation fœtale. Normalement, ce conduit entre le cœur droit et le cœur gauche se ferme à la naissance, mais chez environ 25% des individus, il reste perméable. Et donc on avait trouvé ceci, qu'on trouvait beaucoup plus ce foramen que chez les témoins, chez les patients qui avaient un infarctus cryptogénique. Cela, ça a été rendu possible grâce au développement de l'échographie, vous voyez, avec contraste, qui montre facilement le passage du produit de contraste dans quelques secondes d'une oreillette à l'autre, montrant bien la perméabilité de cette cloison. La question qui s'est posée alors était de se dire, mais dans quel cas peut-on retenir que ce foramen ovale perméable est un lien causal et n'est pas là de façon fortuite? Donc on a fait un certain nombre de travaux qui nous ont permis d'identifier deux caractéristiques de ce foramen qui renforçaient la relation causale, c'est-à-dire la taille du foramen et la présence d'un anévrisme du septum interauriculaire associé, c'est-à-dire d'une hypermobilité du septum interauriculaire que vous voyez ici. Puis nous avons essayé d'évaluer le risque de récidive d'infarctus cérébral et nous avons dans cette étude, qui est un PHRC français, qui commence à dater aussi, mais qui a été depuis largement confirmé, montrant que les patients qui avaient, vous voyez, un anévrisme du septum interauriculaire avaient un risque de récidive beaucoup plus élevé que ceux qui avaient un foramen ovale perméable. Et puis enfin, munis de toutes ces étapes préalables, nous avons pendant les 10 dernières années conduit un essai thérapeutique qui s'appelle CLOSE, sur, vous voyez, 663 patients, et qui consistait à comparer la fermeture du foramen par un dispositif médical que vous voyez ici, qui est introduit par voie veineuse, qui va donc dans le cœur droit, ici, et puis qui passe ce foramen, et puis on leur applique un autre dispositif de l'autre côté qui ferme le foramen. Et vous voyez, on a eu un résultat absolument spectaculaire de ce traitement, puisque il n'y a eu strictement aucune récidive après fermeture du foramen, alors qu'il y a eu de nombreuses récidives chez les patients qui étaient uniquement sous antiplaquettaires. Donc les cardiologues interventionnels sont actuellement débordés par les demandes de fermeture de foramen ovale perméable. Voilà ce que je voulais vous dire sur les deux principales activités de notre équipe de recherche clinique qui fait partie de l'IPNP ici à Salle. Je vous remercie pour votre attention.